Bonjour et bienvenue pour cette seconde partie de cette journée, dédiée à la photographie et à l'abstraction. Voilà, que le FRAC Normandie-Rouen et les ADAR organisent conjointement ici à Rouen, au bâtiment H2O. Donc, on entame cette fois-ci la deuxième table ronde. Ce matin, il s'agissait de parler de l'antagonisme ou complémentarité ou différence et distinction entre le numérique et l'argentique, et notamment au regard des pratiques abstraites. Cet après-midi, on va aborder la question des sciences, qui est primordiale dans la photo, dans les expérimentations, dans les approches esthétiques des artistes et dans leur approche notamment abstraite. La science qui a prévalu dès l'origine quasiment de la photographie, notamment chez Strindberg, mais Audrey va revenir dessus, mais qui est toujours d'actualité, et encore plus d'actualité ces dernières années. Voilà, donc on va vous demander un peu votre indigence parce qu'on remplace au pied levé Lionel Bayolté-Amine, qui était mal en point. Voilà, nous n'étions pas forcément préparés, alors on va essayer de faire au mieux, même si on connaît le sujet quand même, notamment Audrey, puisque l'exposition à micro-ondes porte particulièrement sur cette thématique des sciences. Voilà, alors je vais laisser peut-être Audrey déjà introduire cette table ronde. Bonjour à tous. Donc, en préambule, on le sait, depuis les débuts du médium, la photographie a assumé pleinement son rôle d'indispensable auxiliaire de la science. Elle a été considérée par Jules Janssen, selon sa célèbre formule, comme la rétine du savant. On peut penser, on y reviendra, je l'espère, avec Luce Lebar, aux photographies de la surface du Soleil, à la découverte des rayons X, en passant par la chronophotographie. Or, la photographie scientifique, elle a eu elle-même un très fort impact sur les avant-gardes artistiques et les pionniers de l'abstraction. Qu'on pense à Krupka, Duchamp, Kandinsky ou Molinaggi. L'esthétique scientifique est intimement liée aux origines de l'abstraction, et on a eu au cours de nos recherches, bien évidemment, l'occasion de se replonger avec beaucoup de bonheur dans le catalogue du musée d'Orsay, qui s'appelait « Aux origines de l'abstraction », une exposition qui a fait date en 2004 au musée d'Orsay. Et le parti pris de cette exposition était particulièrement d'analyser l'influence décisive des sciences de la vision dans les origines de l'abstraction. Et je voudrais citer Pascal Rousseau à ce propos. Comme il le dit, loin de s'arracher au monde des phénomènes, l'abstraction offre sous cet angle une traduction nouvelle du visible, largement tributaire du statut moderne de l'œil dans son étroite relation aux autres sens. Même si l'enjeu n'est pas ici de relire l'abstraction photographique à l'aune de l'abstraction picturale, cet héritage a évidemment nourri les pratiques contemporaines, que ce soit d'ailleurs des pratiques photographiques ou non. Il semble que la science aujourd'hui, et c'est vraiment sur cette question qu'on va se pencher au cours de cette table ronde, soit devenue vraiment un paradigme indispensable à l'artiste pour regarder, penser et comprendre le monde qui nous entoure. Donc, plus les artistes adoptent une démarche réflexive sur le médium photographique, plus l'esthétique scientifique de la photographie scientifique elle-même semble refaire surface. Et ce qui est intéressant, j'espère qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, c'est de voir aussi comment s'opère aujourd'hui le dialogue avec la communauté scientifique, comment les artistes sont amenés eux-mêmes à fréquenter le laboratoire, à participer à des expéditions parfois, participer être au cœur même de la recherche, donc d'infiltrer en quelque sorte le laboratoire. Et c'est aussi ce qu'on va avoir l'occasion de voir. On a la chance d'avoir avec nous Sarah Ritter, dont je vais présenter le travail. Donc Sarah, tu as fait des études de philosophie avec Jean-Luc Nancy.
Tu as été aussi élève à l'école de la photographie d'Arles. Tu as effectué plusieurs résidences en France, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, précisons-le, puisque actuellement, donc tu as été lauréate de la commande photo du CNAP en 2018, et on peut voir le résultat de cette commande dans les photonales actuellement. C'est à côté à Beauvais. Hein. Tu mènes une recherche autour de Moby Dick de Melville depuis 3 ans avec l'École d'art de Clermont-Ferrand. Et tu viens de publier une très belle monographie aux éditions locaux, La nuit craque sous nos doigts, avec un texte de Christophe Fiat. Et tu collabores avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté en optique et géologie. Et puis, on va avoir l'occasion de revenir aussi sur ta résidence au sein du laboratoire de Besançon. Mustapha Azeroual est également avec nous. Mustapha, tu as un parcours beaucoup plus, un parcours de photographe autodidacte, comme tu aimes à le dire. Tu es scientifique de formation, ce qui ça va donner de l'eau à notre moulin aujourd'hui. Tu fondes tes recherches sur les processus d'apparition de l'image et sur une expérimentation très forte des supports photographiques. Ton lien avec la matière et l'expérimentation est très très fort. Donc ton travail tourne vraiment autour de la question de la matérialité de l'image. On a pu voir récemment des œuvres, je crois qu'en ce moment au Salon Galeriste, qui a eu lieu ce week-end, oui, jusqu'à hier. Voilà. Et en 2017, tu produis une première œuvre vidéo, Contact aveugle. C'est la destruction d'un capteur vidéo avec un laser en collaboration avec un chercheur du CEA, donc le laboratoire d'énergie atomique. Et tu conçois en 2019 Solar Printer, une imprimante solaire, dispositif photographique qui permet de réaliser des images en utilisant l'énergie solaire, qui est pilotée par une carte électronique Arduino. Et c'est un projet qui est en cours actuellement. Voilà, on excuse Marina Gadonex, qui ne peut pas être parmi nous parce qu'elle aussi, victime des maladies hivernales, mais elle est en pensée avec nous. Une petite pensée à Marina, qu'elle se repose bien. Avec nous, donc, on dit Mustapha et Sarah Ritter, et puis Luce Lebar et Marc Lenot qui va nous rejoindre, puisqu'il est, lui, au Portugal. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre en cours de route, parce qu'il y avait des petits problèmes de connexion, mais je pense qu'on va y arriver. En tout cas, Luce Lebar qui va compléter la réflexion, puisque vous avez une position d'historienne de la photographie, à la fois commissaire d'exposition, mais aussi, je dirais presque archiviste. En tout cas, vous avez rejoint les collections Archives of Modern Conflict au printemps 2018 et qu'auparavant, vous avez dirigé l'Institut canadien de la photographie du Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa, après avoir été directrice de la collection de la Société française de photographie à Paris et responsable des fonds figurés aux archives départementales de l'Hérault. Donc l'archive, c'est vraiment une de vos matières premières autour de vos réflexions. Donc vous avez écrit de nombreux articles et qui portent justement sur la photographie scientifique, forensique, météorologique, sur l'histoire des techniques et des procédés photographiques. C'est vraiment le fil rouge de votre pensée et de vos réflexions, ce qui a donné lieu à des livres de référence et des expositions passionnantes, telles que celles qu'on a pu voir à Arles, autour des inventions du fond, des photos relatives aux inventions de 1915-1938. Aussi des livres sur les grands photographes du XXe siècle, ou encore des livres et des expositions sur des approches plus expérimentales comme Mold is Beautiful en 2015 et Tâches et Traces avec un livre aux éditions Diaphane.
Aujourd'hui, vous co-dirigez avec Marie-Robert un livre, un opus assez important sur les femmes photographes. Alors, c'est encore un autre thème, voilà, mais sur lequel vous travaillez actuellement. Mais en tout cas, tout ce qui est l'approche scientifique, qu'elle soit au niveau historique, mais aussi contemporaine. Et c'est vraiment une vision voilà, esthétique, artistique, photographique qui vous intéresse. Alors Marc Leynaud qui va nous rejoindre, plus connu qu'on espère, plus connu voilà, pour ses activités de critique d'art et quelqu'un qui a un parcours assez atypique puisqu'il a d'abord été économiste avant finalement d'abandonner ses tâches et ses missions et ce travail pour s'orienter complètement sur l'histoire de l'art, avec d'abord un master à l'école des hautes études et un mémoire sur Miroslav Tichy, dont il est devenu le grand spécialiste, puis un doctorat à Paris 1 sur la photographie expérimentale, notamment avec Poivert, où est sorti en 2010 un livre Jouer contre les appareils, voilà, qui est un des opus qui aborde de front vraiment du point de vue de la création, la photographie du point de tout le pan expérimental de la photographie, notamment aujourd'hui dans la création contemporaine, qui a beaucoup de liens effectivement avec la question des sciences. C'est à partir de ce livre, d'ailleurs, qu'il a amené à réfléchir, à développer une réflexion autour du philosophe dont on n'a pas encore parlé ici, mais qui est très important pour nous, en tout cas aussi pour l'exposition La photographie à l'épreuve de l'abstraction, qui est Wilhelm Flusser, qui a une influence considérable en Allemagne, aux États-Unis, un petit peu en France, on en parle un petit peu moins, mais en tout cas, Marc Leynaud se penche beaucoup sur cette pensée qui a beaucoup influencé son livre sur la photographie expérimentale. Et sur le fait comment Flusser a renversé nos regards sur la photographie notamment. Voilà. Je laisse Audrey démarrer la discussion. Oui, alors peut-être pour commencer, une question à Sarah. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce qui motive aujourd'hui le désir d'aller rejoindre une équipe, un laboratoire scientifique comme celui avec lequel tu as été travailler à Besançon, et dans quel type de posture tu te places quand tu attaques une telle recherche? Alors, je dois dire que ça a commencé de manière assez hasardeuse, dans le sens où j'ai fait une résidence dans un lycée, comme beaucoup d'artistes. Et c'était un lycée d'optique, ce qui m'intéressait, mais je ne le savais pas avant d'y arriver. Et du coup, ce lycée est lié à cet institut, qui est un institut d'optique et de photonique. Et donc, c'est par ricochet que j'ai découvert que là où je vis, puisque je vis à Besançon, il y avait ce gros laboratoire qui est historiquement très actif dans le domaine de l'optique. Et allant visiter le laboratoire par curiosité, en fait, et par amitié avec les gens avec qui j'avais travaillé en résidence dans un autre endroit, j'ai découvert les fonds des milliers d'images issues d'un microscope à balayage électronique, donc d'un MEB, qui sont ces images qu'on connaît tous, par exemple de poux grossis extrêmement, enfin voilà. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce fond d'images, au départ j'y allais en bonne photographe pour faire des images des machines, enfin voilà, du contexte de la salle blanche et tout ça. Et finalement, en tombant sur ces images-là, en fait, j'en ai découvert beaucoup qui m'ont énormément plu, tout simplement, en fait, qui ont fait écho à beaucoup de choses dans l'histoire de l'art. Pour moi, enfin, je voyais vraiment et aussi énormément de citations pour moi d'histoire de la photographie, mais à travers ces images très abstraites, justement, qui ne représentaient pas du tout, puisque c'est un MEB qui est utilisé beaucoup par les géologues et par donc les gens qui travaillent sur des objets extrêmement petits, mais qui sont usinés. Donc il y a beaucoup de formes géométriques, voilà. Et pour aller vite, ces images en fait, sont rentrées en écho avec le travail que j'étais en train de mettre en œuvre, donc le livre qui est sorti l'année dernière, donc La nuit craque sous nos doigts. Leur abstraction, en fait, le fait qu'elle n'était liée à aucune géographie à l'échelle humaine, aucun territoire, un espace-temps qui est pour moi qui était autre, m'a permis de
en fait, je suis rentrée en dialogue avec ces images dans mon travail même, avec mes propres archives. Et ce dialogue m'a permis de structurer mon livre, en fait, finalement. Donc, elles sont pas... y en a 6 que j'ai sélectionnées au fur et à mesure de ce dialogue. Mais disons que ça a été l'ailleurs dont j'avais besoin pour aller moi-même plus loin ou ailleurs dans mon propre travail. Et notamment dans ce lien avec l'abstraction, ça m'a complètement, entre guillemets, ça m'a libérée ou poussée là où je voulais aller. C'était comme un horizon, en fait, pour moi, ces images. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Et puis ensuite, découvrant ce qu'il faisait et parlant davantage avec... j'ai voulu y rester plus longtemps. Et donc, voilà, ça a mis pas mal de temps. Et puis au final, j'ai réussi à mettre en œuvre cette résidence qui, en fait, continue d'une certaine manière, parce que maintenant, j'ai même un bureau à mon nom. Donc, ça se passe bien, quoi. Et donc, ça s'est fait comme ça petit à petit et de manière peu, je dirais, peu prévue, en fait. Et aujourd'hui, la manière dont je travaille avec eux, c'est... Déjà, l'avantage, c'est que c'est là où je vis, ce qui change beaucoup par rapport à d'autres projets où on est obligé de venir en intensité et d'être dans l'efficacité. Là, je peux venir discuter et que les choses se fassent de manière assez spontanée, en fait. Et oui, voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, mais je ne sais pas si ça répond. Mais donc, du coup, ce que tu recherches en passant par ce laboratoire aussi, ce qui te mène vers ce laboratoire, c'est aussi cette tentative d'ailleurs, une forme de... Il y a eu ce rapport-là de découverte et presque d'exploration, littéralement en fait, d'exploration et d'exotisme en fait de ces images. Et puis il y a eu aussi en fait, en découvrant ce qu'ils faisaient, il y avait pour moi je me suis retrouvée quand j'ai commencé la résidence, j'avais l'impression d'être dans un nœud quasiment métaphysique puisque je travaillais avec je regardais des gens travailler avec la lumière. Puisque c'est de la photonique, donc ils travaillent avec des choses que tu connais super bien, j'imagine. Mais ils travaillent au moyen de la lumière pour comprendre et la nature de la lumière et aussi explorer des niveaux de matière infinitésimaux. Et pour moi, ayant fait philo, j'avais l'impression d'avoir... pour moi, la lumière, c'est aussi la métaphore de la connaissance. C'est aussi l'esprit qui éclaire, le tournant des lumières, justement, où c'est le sujet qui vient éclairer le monde. Mais c'est aussi la lumière divine. La lumière, de toute façon, c'est une notion complètement dingue. C'est un nœud incroyable. Et j'avais l'impression d'être dans un nœud, d'être dans un moment quasi métaphysique et de mise en abîme assez dingue, parce que c'est aussi, en tant que photographe, on se retrouve avec des gens qui travaillent sur la lumière, tout comme nous. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière à laquelle on assiste puisqu'on va ne faire que reproduire une lumière, mais c'est déjà ce qu'on fait en tant que photographe. Il y a une espèce de boucle comme ça, de sens qui ne s'arrête jamais et qui m'a beaucoup... qui m'a arrêtée et qui continue de me travailler, même au niveau du sens, quoi. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un peu confus, mais... voilà. Et donc, je suis un peu toujours en train de me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que de retourner le gant. Alors, est-ce qu'on peut le retourner puisqu'on est soi-même le gant et voir le voir. Bon. Mais justement, après, peut-être qu'il y a deux phases aussi. Est-ce qu'il y a des moments très distincts? Parce que comme Luce le bar, mais dans des optiques un peu différentes, il y a un geste d'appropriation des images. Oui. Tu parlais donc de ces premières images que tu trouves, sur lesquelles tu te poses des questions et que tu vas réinterpréter. C'est dommage, on ne peut pas les visualiser. Mais en tout cas, tu vas t'approprier certaines images du laboratoire qui deviennent une lecture, qui donnent lieu à des paysages abstraits. On reconnaît beaucoup d'histoires de la photo, d'ailleurs, dans ces images, c'est ce que tu disais. Mais de l'autre côté, tu vas aussi réaliser des images. Donc, comment se passe à ce moment-là la liaison avec... le fait même de créer
il y a deux postures totalement différentes. Et à ce moment-là, peut-être la relation aussi avec les scientifiques, l'implication des scientifiques dans ta propre démarche. En fait, les scientifiques, ils ont à la fois un rôle comment dire, c'est mon terrain, on va dire assez simplement, en fait, dans la mesure où c'est aussi des opportunités de prise de vue, dans la mesure où ils travaillent beaucoup dans le noir, avec beaucoup de clair-obscur, ce qui me plaît énormément. Et par ailleurs, ils travaillent aussi sur des formes lumineuses qui sont complètement fascinantes. Et eux-mêmes sont très sensibles à la beauté de ces formes. Enfin, plus ou moins, ça dépend desquelles, mais il y en a un notamment avec lequel je travaille qui ne cesse de me montrer des choses qu'il trouve très belles à voir ou super intéressantes. Enfin, et donc, il y a cet échange entre... on va dire, il y a d'un côté où j'ai pu les prendre en photo en train de faire des choses où ils m'ont donné l'opportunité de faire des portraits, mais qui, à la limite, n'ont pas le sens de portraits de chercheurs. C'est des images qui vont ensuite rejoindre d'autres ensembles d'images et qui vont être... voilà. Et il y a, de l'autre côté, le fait qu'ils me montrent... ils me montrent, en fait, des phénomènes optiques qu'on peut voir, par ailleurs, dans la nature, hors du laboratoire, mais qui sont là abstraits justement du contexte du monde naturel, entre guillemets, et ça aussi, ça dessille le regard, en fait, d'une certaine manière. Donc j'ai essayé de prendre en photo certaines formes, et aussi ça nourrit aussi ma pratique hors laboratoire. C'est comme si je faisais un passage, je retraduis ce qui est traduit en laboratoire de la nature, et ensuite, quand je repars à l'extérieur, je repars avec cette nouvelle sensibilité à certaines formes optiques, certains phénomènes auxquels je prêtais beaucoup moins attention avant. Donc, voilà. Alors justement, Mustapha, vous, quel est votre lien avec... Parce que alors, ce qui est assez intéressant, parce que justement, à l'inverse de Sarah Ritter, vous n'avez pas du tout le même cursus, le même parcours. Hein, c'est ça qui nous intéressait, justement. Vous êtes arrivée par accident, Sarah. Et Mustapha, vous, c'est l'inverse, parce que vous faites d'abord des études en tant qu'ingénieur. Vous n'êtes pas porté sur l'artistique. Et puis, finalement, à un moment, vous êtes emporté par la technique. Comment vous êtes arrivé, comme ça, à embrasser, finalement, une carrière ou un parcours artistique et dans votre photographie, quel est le rôle de la science, en tout cas, de l'approche scientifique? Je pense que c'est un long trajet. Alors, moi, ma formation, c'est une formation en ingénierie mécanique. Donc, c'est quelque chose qui est assez loin des sciences dures telles que la physique ou la chimie, mais qui questionne la mécanique réellement et la structure des choses. Et je pense que ça, c'est ce que je garde dans ma pratique réellement. Après, la photographie, j'y suis arrivé sans m'intéresser aux images. Peut-être plus en m'intéressant finalement à des enjeux philosophiques ou des enjeux d'abstraction liés au langage, quelque part. Et j'ai toujours cherché à produire finalement ou à créer des choses dont je perdais la lisibilité en quelque sorte. Et à brouiller la lisibilité. Et du coup, je me suis intéressé au processus, au tirage et au procédé depuis l'invention de la photographie afin de réfléchir à qu'est-ce que ces procédés détiennent ou qu'est-ce qu'ils portent ou qu'est-ce qu'ils racontent de plus ou de moins qu'un procédé tel qu'on peut les avoir aujourd'hui avec l'argentique ou le numérique. Et finalement, pour moi, ils étaient porteurs de sens parce que les images qu'on obtenait avec, ils étaient soit extrêmement précises avec le daguerréotype, soit extrêmement molle et floue, comme avec la gomme bichromatée, mais était porteuse d'enjeux philosophiques ou questionnait des enjeux conceptuels de la photographie qui sont présents encore aujourd'hui dans les techniques qu'on utilise. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé, que j'ai développé ma pratique. L'abstraction en elle-même n'a pas été un axe réellement de recherche, c'est plus la capacité du médium à produire des phénomènes qui m'intéressaient. C'est comment une technique photographique qui intègre de la chimie, plus précisément. J'ai fait quelques expérimentations en numérique, mais je les trouve un peu limitées. Je pourrais en parler après.
Mais voilà, comment la photographie est capable de produire des objets autonomes qui ont perdu tout référent photographique et qui finalement deviennent des œuvres à elles seules et des objets un peu déconnectés. Mais je me suis éloigné de la question, je crois. Non, mais ce que je veux savoir, c'est aussi si vous avez le sentiment d'être finalement dans votre processus artistique, est-ce que vous êtes encore scientifique ? Est-ce que justement votre formation d'ingénieur ou votre regard sur les mécaniques, comment vous voyez les choses ? Est-ce que c'est une manière de transposer aussi un intérêt que vous aviez pour les approches techniques ? Oui, je pense que j'ai une certaine fascination pour la technique et une culture qui me permet de l'appréhender de manière assez, peut-être un peu plus simple que des personnes qui auraient jamais abordé la technique comme moi. Mais voilà, oui, quand j'échange avec des chercheurs, par exemple du CEA ou de l'INRIA, qui sont avant tout des amis et au début de nos collaborations, en fait, moi, j'ai une vraie fascination de les entendre parler et raconter, me parler de leurs recherches et de ce qu'ils manipulent, quoi. Donc la photonique ou encore le traitement du signal, le langage, la matière et l'imaginaire qu'il y a derrière ça, pour moi, est extrêmement stimulant. Et en ça, effectivement, ça vient et ça arrive après, et grâce à ma formation, finalement, de m'intéresser à ce type de langage et à ce qui peut susciter comme... pour moi, pour moi, le langage scientifique est porteur d'imaginaire plutôt du côté d'imaginaire. Pour vous, Luce, justement, vous avez une autre approche qui n'est pas forcément celle de la plasticienne, mais celle avec un regard historique, justement, et vous mettez souvent en parallèle cette grande connaissance de toute cette approche chimique, matériologique que l'on peut voir dès la naissance de la photographie aux pratiques actuelles. Comment vous abordez, vous, cette question des sciences dans votre regard, dans vos approches, dans vos recherches ? Disons que je m'intéresse beaucoup à toutes les images qui ne sont pas produites avec une intention artistique. Et donc j'aime bien aller fouiller ce qui peut être de l'imaginaire d'artistes, comme ces artistes, comme Laure Tiberghien aussi. Et comme je travaille dans des fonds photographiques anciens, je suis confrontée à des images scientifiques et techniques qui ont été produites dans des contextes donc scientifiques et techniques. Et je porte évidemment un regard qui est le regard d'aujourd'hui, qui est très sensible à l'abstraction de ces images, qui évidemment à l'époque, le terme n'était pas employé, on n'était pas du tout dans ce type de recherche, mais c'est sûr qu'il y a des liens qui sont fulgurants, comme par exemple les premiers essais d'Hippolyte Bayard, qu'il a consignés dans son album de test de janvier 1839, dans lequel en fait il fait des essais de photosensibilité à la lumière de différentes substances sur des papiers, et toutes ces premières images sont une espèce de monochrome qui vibre, parce que les images ne sont pas fixées non plus. Mais voilà, et il y a aussi des connivences, parce que tout simplement, à l'origine de la photo, les opérateurs sont souvent des scientifiques, sont des chimistes, comme par exemple Aimé Girard, qui avait la chaire de chimie au CNAM, et qui, avec Alphonse Davanne, dans les années 1850, ont testé des moyens en fait, de rendre plus pérennes les procédés en se livrant à des actions qu'aujourd'hui, qui sont très contemporaines, comme par exemple de découper et de déchirer des tirages pour les reconstituer, après les avoir chaque petit morceau trempé dans différentes solutions de sel d'or ou d'argent, puis ensuite stocker ces images avec comme consigne de les regarder, de les laisser vivre pour voir comment elles évoluent, pour voir dans 100 ans ce qui se passe en fait. Donc voilà, moi je suis assez fascinée par ça, ces liens, en fait, c'est un peu de l'archéologie du contemporain qu'on peut retrouver dans des images scientifiques et techniques.
Et du coup, comment vous percevez ce lien aujourd'hui qui s'est joué très tôt, mais à l'insu, je dirais, des photographes, c'est-à-dire qui faisaient qui liaient art et science sans le savoir, hein, puisque peut-être que Audrey pourra nous dire 2 mots sur les cristallographies de Strindberg, justement. Oui, ce sont ces expérimentations de Strindberg, ces premiers photogrammes, ces photogrammes de cristaux et de ciel, qui sont à la fois pour lui une tentative scientifique et qui, dans le rendu, nous renvoient à de la matière corrodée et qui ont une force à la fois presque mystique, parce qu'il y a cette volonté, ça Clément Chéron en a très bien parlé, d'aller au-delà du visible. Et je pense qu'au fond, il y a une fascination qui peut revenir aussi sur cette question de la visibilité, être ancré dans la science, dans le réel. Enfin, Strindberg a quand même la volonté d'inscrire ces images dans une production scientifique, hein, il les envoie à la Société d'astronomie, mais à la fois ces images, aujourd'hui, quand on les regarde, il y a aussi bien sûr la lecture contemporaine qu'on en fait, on les perçoit vraiment comme une espèce de fascination comme ça pour cet au-delà du visible, parce qu'on est face à quelque chose. Ça porte une très forte ambiguïté de cette question de l'abstraction et de la photographie, puisqu'on est face à des images qui, au fond, ne nous renvoient qu'à quelque chose d'extrêmement concret, cette matière corrodée, et puis cette tentative qu'il y avait derrière de capter ce que l'appareil lui-même ne pouvait pas enregistrer, d'aller vraiment au-delà du visible. Donc on est toujours dans cette tension, et je pense peut-être, ce serait intéressant, Mustapha, dans ton travail, de revenir sur cette double quête comme ça entre matérialité et au-delà, en fait. Justement, plus on est, il y a le concret des sciences, le rapport extrêmement physique, ces recherches dans la matière de l'image, et puis à la fin, cette production d'abstraction, au fond, de formes abstraites, alors dérivées collatérales, finalement, bout de chaîne d'une expérimentation, j'en suis pas si sûre, mais... est-ce qu'il y a finalement une tentative d'au-delà ? Tout d'abord, moi je trouve que l'arrivée de la photographie et son lien à la science extrêmement fort, ça a donc permis de voir au-delà du visible, mais surtout de rendre réel cette partie invisible, qui ne l'était pas réellement auparavant. Et du coup, oui, moi je me suis beaucoup intéressé à la photographie comme moyen de montrer ce qu'on ne voit pas, simplement dire ça porte bien sûr des enjeux physiques, mais aussi poétiques ou spirituels. Et donc, vous parlez d'une vidéo sur laquelle j'ai travaillé, là, qui était en fait un premier travail vidéo que j'ai réalisé, qui consistait à détruire par la lumière un capteur, une caméra, en gros. Donc je filme avec une caméra sur laquelle je suis en train de tirer avec un laser. Le but de cette expérience, c'est cette idée de retournement que je fais beaucoup dans mon travail. C'est la lumière ne sert pas à éclairer le sujet, mais elle devient elle devient sujet. Et là, dans ce travail-là, l'idée, c'était de tenter de révéler la structure d'enregistrement de l'image numérique par l'éblouissement ou par la surcharge de lumière. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le laser, qui est une lumière extrêmement concentrée et précise, du coup, en tirant sur le capteur photosensible de la caméra, avait tendance à rendre visible finalement la structure de l'enregistrement vidéo. Elle créait des déraillements, elle faisait apparaître les trames RVB, elle saturait certains pixels, et du coup la lumière, là, elle n'était pas observée comme les scientifiques le font habituellement, c'est-à-dire à tenter de regarder le faisceau, qui est une chose déjà très complexe et qui est une des problématiques de la physique quantique, qui est que le fait d'observer la lumière la modifie finalement dès le départ. Donc il y a cette mission, cette tentative un peu vaine d'observer la lumière, parce que les conditions nécessaires à l'observer vont l'altérer. Et voilà, ça porte des enjeux de l'altération par le regard aussi de l'image que je souhaitais aborder dans cette
cette vidéo qui s'appelle donc Contact aveugle et qui révèle, révèle par la destruction la structure de l'œil en quelque sorte. Voilà. Et du coup, je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas si je peux en dire plus, mais... Non, mais je voulais enchaîner justement pour revenir à Luce sur justement, moi, ce qui nous intéresse, c'est nous, ce qui nous a un petit peu interloqué aussi, ou un petit peu vraiment questionné profondément, c'était de voir cette manière dont, effectivement, au 19e, avec la photographie, on allait commencer à ausculter l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et une question qui était abordée très très tôt finalement et qui aboutissait à une forme d'abstraction. Donc on citait effectivement l'exposition de Yann Dibetz, La boîte de Pandore, qui mettait vraiment de manière très passionnante en avant comme ça ce lien, c'est-à-dire une manière de créer l'abstraction avant même que la notion d'abstraction existe en fait, par ce déracinement par les sciences. Et pourquoi aujourd'hui, comment ce rapport justement à l'infiniment grand, à l'infiniment petit, à la matière continue de perdurer dans la création actuelle? Quelle est votre vision là-dessus, par exemple, Luce, sur la manière où dans l'histoire finalement, ce rapport à la science non seulement ne s'est pas délité, mais a continué avec les mêmes problématiques, mais sans doute sur des formes et des approches différentes, puisque ce n'est plus les mêmes définitions ni le même rapport au médium qu'on a aujourd'hui. Je dirais deux choses. Il y a la question des producteurs, déjà, puisque, en fait, là, on a deux beaux exemples où la démarche scientifique et artistique se mélange un peu. Et puis, donc au début 19e, c'est souvent les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'un scientifique qui va, mettons, Auguste Berch, qui faisait de la microphotographie, au départ, dans un but scientifique, puis il va se mettre à photographier tellement qu'il devient photographe, finalement. Et donc, on a des gros corpus d'images qui sont créés comme ça. Et puis, ensuite, alors, par rapport à l'intérêt aujourd'hui des artistes pour la science, des liens qu'il peut y avoir, oui, disons qu'il y a une fascination qu'on observe... Enfin, je trouve des artistes aujourd'hui, André Rouillet l'évoquait, pour tout ce qui est en rapport avec la nature, l'observation, le cosmos, tout ça. Et c'est quelque chose que je pense qui a toujours un peu existé. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais juste renvoyer à deux moments quand même de l'histoire de la photo qui ont été assez importants, à part la question de l'expérimentation des artistes, des scientifiques et expérimentateurs, et qui n'avaient pas donc d'intention artistique. C'est le moment à la fin du 19e siècle avec ce qu'on a appelé le mouvement pictorialiste, où là, la volonté d'art, elle se construit un petit peu en opposition avec l'idée d'une photographie scientifique et documentaire, donc en opposition à la netteté, etc. Et donc là, les artistes vont développer toute une esthétique à partir du tirage, en utilisant des procédés anciens, etc. Et puis aussi avec les optiques, en jouant avec les optiques. Et puis, il y a un personnage assez important à l'époque qui s'appelle Rodolphe Archibald Reyes, qui est un pionnier des sciences criminelles, qui va lancer des grands débats pictorialistes dans un article qui s'appelle « Où allons-nous ?» Et « Où allons-nous ?» Son article est paru dans des revues photographiques de l'époque, diffusé dans plein d'entre elles. Il critiquait en fait ce qu'il appelait les flouistes, et ces gens ces photographes artistes qui finalement faisaient des images de rien du tout, enfin des images de rien qui menaient à des images de rien, et donc une photographie qui n'était pas utile. Et moi, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, cette idée d'image de rien. Et donc là, il y a cette idée du rejet un peu chez les pictorialistes, du rejet de l'image scientifique. Et après, autour des avant-gardes, c'est le contraire. On a une fascination totale pour la photo scientifique qui devient le modèle, qui devient pour beaucoup d'artistes un modèle. Et voilà. Et alors aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans la fascination aussi entre les deux. Mais ça se joue à plein de niveaux. Il y en a comme Marina Gadonex, qui n'est pas là, qui s'intéresse beaucoup aux dispositifs, donc qui photographie ces dispositifs, les dispositifs scientifiques. Il y en a d'autres qui réutilisent des dispositifs, comme celui de photographier de façon chronotemporelle des phénomènes.
Et il y en a qui utilisent les outils, les instruments, les techniques comme les microscopes. Voilà. Mais pour revenir à la question de l'abstraction, moi, ce que je trouve toujours et aussi très intéressant, c'est le fait que ce qu'on voit d'abstrait, enfin en tout cas dans une image, c'est souvent toujours lié à qui on est et d'où on regarde cette image. Et moi, j'ai été touchée que Michel Debat parle aussi de Stiglitz, parce que je pense que c'est un grand moment dans l'histoire de l'abstraction, des équivalents dans cette fameuse série de photos de nuages de Stiglitz. Et je repensais que finalement, Stiglitz, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop de lui, mais pendant 20 ans, avant de photographier ses équivalents, il a photographié les nuages. Mais pas du tout dans un but esthétique, pour le coup, mais dans un but en fait documentaire et quasi commercial, puisque en fait, comme beaucoup de photographes à l'époque, il constituait des réserves de plaques de nuages pour rapporter dans des images. Et donc, c'était une pratique dont il parle dans des journaux. Et je trouve toujours intéressant ce lien, cette tension entre intention, pas intention, ce qu'on veut faire. Et que je pense le succès aujourd'hui, enfin pas le succès, mais le positionnement des artistes aujourd'hui, enfin par rapport à l'abstraction, c'est qu'ils la veulent, ils la désirent et ils veulent en faire de l'art. Parce que quand on va dans un labo, tu as dû le voir, tu regardes les images, franchement, tu peux être touché par leur puissance esthétique, pas tout le temps, mais non, pas toujours. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si. Et justement, Sarah Ritter, si vous, dans votre approche que vous avez des sciences et par les images que vous produisez, par votre travail dans le laboratoire, est-ce qu'il y a justement eu des influences quand vous vous êtes positionné sur cette approche plus scientifique? Est-ce que vous aviez en tête aussi des expérimentations passées, enfin des influences sur des artistes, ou pas forcément des artistes, sur des photographes, sur des manières de procéder? C'est pareil aussi pour Mustapha. Est-ce que vous aviez en tête comme ça, des procédés un peu équivalents ou des démarches un peu équivalentes qui vous ont influencé dans votre démarche? Alors, non, je dirais pas ça, pas directement. Je dirais que c'est plutôt que par rapport à ce fond d'image qui est quand même le point de départ de cette entrée dans le labo, ça m'a fait penser à beaucoup d'artistes contemporains et passés dans le fond et quelque part, ce qui est aussi, en fait, alors je ne sais plus ce que je voulais dire. En fait, je pensais à quelque chose, c'était par rapport à l'idée d'abstraction et que selon qui on est quand on regarde une image, oui, voilà, selon le regardeur, quoi. Dans un livre qui est super intéressant, qui s'appelle... Il me semble qu'on voit une de vos images, là. Oui, qui est un peu... oui, ça va. Je vais dire. Oui, ça c'est une image faite au MEB, donc au microscope à balayage électronique, et que j'ai retourné, ceci dit. Pour moi aussi, malgré tout, enfin voilà, mon intervention sur cette image, c'est de la mettre tête bêche. Ce que je fais aussi avec des images par ailleurs qui sont pas d'archives extérieures, que je fais aussi avec mes propres images, et c'était aussi pour faire signe vers un paysage, enfin voilà, pour orienter du coup le regardeur dans sa lecture de cette image, qui est pour le coup qui, je l'espère, parce que c'était la manière que j'avais de choisir ces images, c'était que je ne voulais pas qu'elles fassent signe vers le champ du scientifique ou vers le champ de l'ultra-technologie, en fait. Je voulais que ces images apparaissent, entre guillemets, pour elles-mêmes et pas pour la performance technologique qu'elles pouvaient représenter. Et aussi, quelque chose qui est super important, c'est que quand on est confronté à des images scientifiques, il y a effectivement beaucoup de beauté, beaucoup d'irruptions comme ça, Puis il y a une diversité de formes assez dingue aussi, qui est très jouissive, parce qu'on passe d'un registre à l'autre. Et donc, comme les formes, c'est notre domaine, on est très sensible à ce changement de registre dans un même corpus, entre guillemets. Et en même temps, c'est des images outils. C'est des images qui sont absolument inféodées à une démonstration. Et c'est aussi... Alors, ce qui est vraiment intéressant dans les images scientifiques, je trouve, c'est qu'à la fois, c'est des images outils. Donc, c'est des images extrêmement circonscrites et bordées par tout un discours. Et en même temps... c'est un espace, la science, on va dire les sciences physiques, les sciences dures, c'est aussi l'espace où, bien souvent, c'est l'image qui fait
je ne sais pas si on peut dire ça aussi directement, mais qui fait preuve. Donc c'est aussi des images extrêmement puissantes. Elles sont à la fois extrêmement bordées et elles ont aussi une espèce de charge pour la communauté à laquelle elles s'adressent, pour le coup, qui est très forte. Donc cette tension est très intéressante. Et en tant qu'artiste, on se retrouve face à cette puissance-là aussi, de ce qu'elle signifie en dehors de notre propre champ, qui est celui de l'art, pour les... Ouais, enfin, voilà. Non, je voulais juste poser une question sur ces images. Par exemple, quand toi, tu les trouves dans le fond, est-ce qu'elles sont légendées? Est-ce qu'il y a des indices? Parce que je mets ça en parallèle avec la recherche qui avait été menée par Denis Canguilhem dans son livre sur la photographie scientifique, où justement, lui s'évertue à redonner la légende et le contexte de production de ces photographies que les surréalistes et beaucoup de chantres de l'abstraction ont pu se réapproprier aussi à un moment donné. Donc je me demandais si aujourd'hui, en 2018, où tu trouves ces images dans un fond, est-ce que il y a une légende dont tu fais fi, ou est-ce qu'elles existent? Alors il y a le titre du fichier qui est absolument, c'est une suite de numéros et de lettres, parce qu'en fait c'est des images qui sont faites par des chercheurs qui arrivent, qui utilisent le MEB et donc ils ont un fichier à leur nom, et dans leur dossier, il y a une liste de dossiers, et en fait c'est comme des aides-mémoires pour eux. Donc c'est pas des légendes, c'est pas des images qui ont été servies dans un article. Donc elles sont pas décrites par rapport à. Elles sont vraiment. Moi j'avais accès aux coulisses, mais du coup non. Et en fait je sais pas forcément ce qu'elles sont, ou enfin à quoi elles servaient. Juliana. Ces images-là de l'électromicroscopie, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est cette notion de vérification scientifique. Avec ce procédé-là, c'est aussi la recherche d'un électromicroscope. Une électromicroscopie, c'est l'inverse de la photographie elle-même déjà, en fait. On couvre une surface avec de l'or, et c'est l'or qui est mesuré. C'est l'épaisseur de l'or qui est mesurée. C'est comme un négatif en soi, en fait. L'électron, c'est le négatif, et c'est ça qui est fascinant aussi avec ce procédé de l'électromicroscopie. C'est peut-être pas forcément important quelle matière elle est recherchée, parce qu'il y a des milliers et des milliers des images comme ça de surface. Mais le procédé en soi, en fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a effectivement, c'est une excitation d'une surface par des électrons, et la manière dont ils sont renvoyés, il y en a plus ou moins qui sont renvoyés. Et dans ce microscope, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la surface, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si toi tu... Mais il y a le capteur qui capte les retours d'électrons, il est incliné à 45 degrés pour créer des ombres. Parce qu'en fait, ce n'est pas une image au sens... Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de noir et de gris et de blanc. Ça, c'est une interprétation pour notre regard. Et le capteur est orienté à 45 degrés pour figurer un soleil, en fait, enfin les rayons du soleil. Et donc c'est comme un petit monde à l'intérieur du monde. Enfin, moi, c'était aussi ça qui m'a beaucoup plu. C'était cette espèce de... où effectivement, c'est invisible. Il n'est pas question de visible, puisqu'il n'y a pas de photons. Donc il n'est pas question de voir ou de ne pas voir. Mais il y a c'est une traduction en visibilité d'un espace qui n'est pas concerné par la question de la visibilité. Donc c'est une fiction, ça fait signe aussi beaucoup vers la fiction, vers la narration, du coup vers le montage. Après on peut parler de... Voilà, mais c'est un dispositif scénographique, vraiment. C'est une scène avec... Alors moi ce que j'aimerais du coup savoir, c'est pour Mustapha et Sarah, est-ce que vous avez montré vos travaux à des scientifiques, parce que comme vous travaillez avec eux, souvent, ce que j'aimerais savoir, c'est le retour, ou comment c'est perçu dans le monde scientifique, comment vos recherches, qui pourraient être des recherches plastiques disruptives, finalement peu orthodoxes sans doute par rapport aux méthodes posées dans les sciences, ou en tout cas aux règles établies, même si la place au hasard est toujours importante aussi dans les sciences. Quel était vos rapports avec les spécialistes, les techniciens ou les chimistes, les scientifiques? Pour ma part, en fait, pour être scientifique, il faut avoir un certain niveau d'abstraction, je trouve, et beaucoup d'imagination. En fait,
quand on est en train de faire de la microscopie avec différents types de procédés, on est en train de traiter avec l'invisible et souvent, donc, ces chercheurs fabriquent eux-mêmes leur outil de travail. En fait, c'est l'histoire d'une vie. Ils vont fabriquer un microscope. Moi, je travaille avec des microscopes à effet tunnel, c'est encore une autre technologie. Et du coup, voilà, cette machine, c'est l'histoire de leur vie. Et ils l'ont créée du début à la fin. Et en fait, ils observent ce qui se passe au niveau moléculaire. Et moi, toute la complexité et toute la magie que je trouve qu'il y a derrière ça, c'est à quel moment on considère que ce qu'on a sous les yeux, c'est finalement une image ou c'est des parasites électroniques ou des parasites autres qui sont apparus. Donc il y a déjà toute une question du débugage, du tri de l'information et l'interprétation, en fait. Voilà, c'est tout... Et en ça, je trouve, on se rejoint. Enfin, on est tous en train de... Enfin, les chercheurs ou nous, on est en train de tenter de représenter entre guillemets l'invisible, quoi. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, Alors justement, quand vous abordez la question du quantique, qui est quand même une notion assez vertigineuse, pas complètement, mais que j'aborde. Vous l'aviez évoqué, oui. En fait. Oui, mais cette question, voilà, de l'impact du regard, pour moi, ça, c'est une question qui habite ma pratique et ça ramène à ce que disait Luce sur la question, c'est qui est en train de regarder et son vécu. Et puis c'est aussi des concepts finalement qui sont des concepts déconstructionnistes ou philosophiques où l'instant de la perception, c'est le point de départ de l'histoire. Finalement, il n'y a pas de... tout le monde perçoit les choses. Est-ce que vous avez parfois l'impression de rejoindre des problématiques scientifiques, mais vous, avec vos bagages artistiques, des questionnements propres aux sciences actuelles, notamment sur d'autres dimensions, le fait qu'on ne peut plus être dans la 3 dimensions ni dans la 4e dimension, qu'on peut aussi, qu'on met dans des rediffusions. Alors c'est peut-être une chose qu'on va aussi aborder dans la dernière table ronde. Mais d'ores et déjà, oui, Sarah. Je te passe. Mais ça, j'ai pas trop d'idées sur la question. On abordera. Non, mais je dirais de l'extérieur, c'est peut-être vraiment dans la démarche, dans la façon de tester, d'essayer. Oui, après, en tant qu'artiste, je pense que tu as dû le ressentir aussi, mais on est beaucoup plus libre qu'un chercheur qui lui, pour exister, a quand même ce besoin de rendu et d'application et de transmission en fait d'un savoir-faire ou de mise, de création d'un savoir-faire finalement. Et leurs contraintes, elles sont vraiment, elles sont liées à leur mode d'existence et à la justification de leur recherche, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un peu différent par rapport à nous, même si nous, ce qui nous fait vivre, c'est notre pratique. Mais voilà, d'une certaine partie. Et puis, pour finir de répondre juste à la question précédente, mais la manière dont reçoivent les scientifiques ma pratique, pour le coup, je ne sais pas pour toi, je pense qu'ils en perçoivent certaines choses, mais encore une fois, à travers leur biais et leur manière de... ils vont tout de suite, par exemple, on leur montre, je leur montre cette image, ils vont tout de suite savoir de quoi il s'agit. Alors que quand moi, je produis ces images ou quand j'ai photographié des flashs au moment de leur déclenchement pour en faire des daguerreotypes, je suis intéressé par ce questionnement de qu'est-ce que je suis en train de regarder, en fait. Et finalement, ne pas avoir tout le bagage scientifique et toute cette lisibilité qu'eux ont, c'est ça qui est porteur de sens et d'imaginaire et qui nourrit ma pratique, finalement. Alors, on est peut-être les scientifiques et nous habités et nourris par cette recherche et cette expérimentation, mais c'est vrai qu'on s'en saisit à différents endroits, je pense.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas le micro, alors on ne peut pas... La thématique de la table ronde précédente, il y a un déplacement, on devrait en parler plus savamment, mais il y a un déplacement de la question de la représentation, parce que ni l'un, ni le scientifique, ni vous êtes vraiment dans la représentation, parce que ce sont des images fabriquées, mais ce sont des images opératoires qui rentrent dans un processus scientifique ou dans un processus en des images artistiques, et qui, de ce point de vue-là, d'un point de vue sémantique, elles sont performatives. Je pense que et j'ai beaucoup aimé Sarah, votre expression d'efficacité de leurs images, et je me demande si la qualité, la capacité de dialogue que vous avez avec eux, dans une très grande proximité, une résidence qui se poursuit, vous avez parlé d'amis, parce que finalement, vous investissez ce monde de la même manière, en donnant aux images non plus une représentation du monde, mais des images qu'ils fabriquent et que vous fabriquez, vous partagez cette opération, mais au sens scientifique et voire métaphysique, physique et métaphysique, et performative réellement. Et je pense que cette recherche d'efficacité dans ce monde-ci, où voilà, saturation des représentations et des images, c'est leur redonner en fait cette vitalité par quelque chose que je dirais, que je qualifierais, je ne sais pas ce qu'André en pense, des images opératoires, performatives. Et je trouve que c'est là que je sens la proximité. Et donc il y a un déplacement de la question de la représentation. On n'est pas dans de la représentation, comme on n'est pas non plus dans de l'abstraction. Non. Moi, je voudrais juste, du coup, pour répondre et puis pour rebondir aussi sur différentes choses, on n'a pas dû avoir du coup la même expérience et l'accès au même type d'image. Moi, en fait, j'avais fait une résidence avec une collaboration avec l'Observatoire du Soleil du pôle de l'Observatoire de Meudon. Et là où du coup, donc c'est des images. Donc depuis l'invention de la photographie, il y a des photos du soleil qui sont faites chaque jour pour en regarder les évolutions. Là, c'est des images très austères, quoi. C'est un rond gris. C'est des images noir et blanc. C'est pas extrêmement intéressant. Et du coup, voilà. Pour cette question déjà des images qui sont un peu séduisantes, etc. Moi, j'ai jamais eu trop accès à ça. Par ailleurs, je suis en résidence Lionel aussi à Strasbourg avec l'Université de Strasbourg. En fait, c'est un programme qui s'appelle Supplementary Element qui vise à questionner et qui nous met en relation avec plusieurs laboratoires de recherche de Strasbourg. Et pour le coup, voilà, c'est le statut de Supplementary Element qui est questionné. C'est qu'en fait, l'image en science ne fait pas preuve. Elle est un élément supplémentaire. C'est toute... Dans les articles, elle vient juste illustrer quelque chose, mais elle n'est pas considérée comme preuve ou comme document de recherche au sens... Alors bien sûr, qu'en microscopie, c'est nécessaire d'avoir cette image, mais finalement, ce qui va faire science, entre guillemets, ça va être toute la réflexion et tout le modèle qui va être développé pour en arriver là. Et donc, voilà, il y a quand même ce... Nous, je parle en notre nom, mais... On s'intéresse à la production d'images par des processus scientifiques, mais finalement, les scientifiques, c'est pas du tout la finalité, l'image, pour eux. On va devoir... Pardon. C'était juste aussi, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappée quand même quand on discute, en fait, quand je discute avec les gens du labo, c'est que d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, prosaïque, c'est que effectivement, ils sont très contraints, mais en fait, leur mode de vie et leur mode de fabrication en fait, de leur projet est quand même très proche même si c'est pas du tout les mêmes échelles, ni de budget, ni d'appareillage, ni de structure, mais il y a quand même une commune condition à la fois de travail, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il y a une forme de scénographie, il y a une forme de fabrication, en effet, de leurs outils de production, enfin leurs outils de travail, un peu comme nous qui travaillons sur nos propres outils. Et par ailleurs, il y a aussi et ça ferait un peu sens, un peu signe vers ce dont André Rouillet parlait ce matin, il y a une commune condition de travail néolibéral, c'est-à-dire qu'ils sont constamment en train d'écrire des projets et de faire des dossiers. Et ceci dit, c'est aussi une forte connivence qu'on a, parce que malgré tout, on est dans des conditions assez proches de vie, même si c'est pas les mêmes du tout d'un point de vue concret, voilà, mais il y a quand même ce même et la science d'aujourd'hui, elle est sommée de communiquer, et je pense que s'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans les labos, c'est aussi pour ces objectifs
peu avouables et beaucoup moins, qui font beaucoup moins sens, signe vers des questions de réflexion et tout ça. Et c'est aussi beaucoup pour des questions de visibilité, de communication et de vulgarisation et de publication. Voilà, c'était juste pour... Luce, on va conclure parce qu'on a passé l'heure. Alors, je ne sais pas si ça permettra de conclure, mais j'ai bien aimé quand tu as parlé du rapport au langage. Et moi, j'ai l'impression que l'abstraction, la notion d'abstraction photographie, elle est vraiment de l'ordre, en tout cas pour moi, de la perception. Et par exemple, quand je vois cette image et du rapport aux mots et au langage et aux mots qu'on peut poser ou pas sur une image, j'imagine, alors je ne sais pas du tout, mais si jamais c'est une image produite dans un contexte scientifique, détourné, etc., comme tu disais tout à l'heure, un scientifique, lui, il va tout de suite voir quelque chose dedans et il ne va pas voir ce que nous, on voit, cette abstraction, cette sensibilité, abstraction, tandis que nous, on la voit délibérément abstraite. Et moi, j'ai eu cette expérience continuellement en travaillant sur des fonds de photos de nuages jusqu'à ce que j'apprenne malheureusement la terminologie et les différentes classifications, et qu'à un moment donné, mais maintenant j'ai trouvé un au-delà de ça pour retrouver le goût de l'abstrait dans des images qui avant, comme des images de Stiglitz, où maintenant je vois un cirrocumulus et ça m'agace énormément parce que en retravaillant, j'ai réussi. Je veux dire, c'est un apprentissage à la fois de l'ordre de l'ignorance, cette perception, c'est parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, et en même temps, je pense que ça peut être aussi un apprentissage. Je vous remercie. Je vous remercie à vous, Mustapha, Sarah, Luce et Audrey. Et on va passer alors, c'est pas la table ronde, c'est à la thématique suivante avec les deux conférences, Héloïse Conesa et Julie Martin. Je vais demander de nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci.